Bonjour à tous. Du coup, je me présente, Guillaume Hogan, je fais partie de la société ALSO, je suis le directeur technique sur la partie BU Cisco. Aujourd'hui, mon job, c'est principalement de faire de l'avant-vente et vous accompagner sur le positionnement des solutions Cisco en fonction de vos besoins. Le Webex du jour, c'est lié à la sécurité Cisco. L'idée, c'est de vous présenter un petit peu le portfolio des solutions Cisco, de pouvoir balayer un petit peu ce que ça fait, et faire un petit focus sur les gammes Cisco, les nouvelles gammes Cisco ASA qui deviennent Cisco Firepower. J'ai quelques slides sur le sujet, et faire un petit focus sur la partie Cisco Umbrella. Pourquoi la sécurité avec Cisco? De façon générale, on s'aperçoit que la sécurité est vraiment au cœur de toutes les discussions aujourd'hui chez nos clients, pour la bonne et simple raison, c'est forcément un axe primordial de développement. On a de plus en plus d'équipements sur le réseau, on a de plus en plus d'équipements de différents types, on a de l'IoT qui arrive, on a des téléphones, on a des ordinateurs, on a des équipements professionnels, on a des équipements personnels qu'on connecte sur le réseau professionnel, etc., etc., etc. Tout ça fait qu'on a une surface d'attaque qui peut devenir de plus en plus grande. Aujourd'hui, un petit chiffre intéressant, alors il date pas tout à fait d'aujourd'hui, il date de 2016, mais c'est 450 milliards. Le marché de la cybercriminalité dans le monde, aujourd'hui, c'est 450 milliards. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'était de 100 milliards en 2012. On a fait quand même un x 4 en 4 ans. Pour vous repositionner un petit peu ce chiffre, qui est quand même relativement vertigineux, le budget en 2018 pour faire fonctionner l'État français, c'était 425 milliards d'euros. Rien qu'avec le marché de la cybercriminalité, on a suffisamment d'argent pour pouvoir faire marcher un État européen, pour le coup. Ça fonctionne pas si mal que ça. Pour en revenir sur la partie Cisco, pour faire simple, donc on a énormément de surfaces d'attaque sur énormément de produits différents. L'idée de Cisco, c'est de dire que de toute façon, la sécurité à 100% n'est clairement pas possible. À un moment donné, il y aura forcément une faille dans le système. C'est de pouvoir résoudre, ou en tout cas limiter l'impact sur le réseau le plus vite possible déjà, d'une première part, et de pouvoir donner de la visibilité. Donner de la visibilité à l'utilisateur, à l'administrateur du réseau, mais éventuellement donner de la visibilité à d'autres parties. L'idée, c'est d'avoir des API qui vont être ouvertes, donc des produits qui vont faire de la sécurité, qui vont avoir des API ouvertes avec le reste du monde, et de pouvoir faire communiquer tout ce petit monde-là. Faire de la sécurité, c'est bien. Faire de la sécurité seul dans son coin, ça fonctionne, mais pas sur le long terme. Là, l'idée, vraiment, avec Cisco, c'est de pouvoir être ouvert à d'autres acteurs du marché et de pouvoir partager cette connaissance, de pouvoir fournir de l'information. Un petit point sur le portfolio sécurité chez Cisco. Pour faire simple, Cisco va être sur 3 points. La partie réseau, la partie endpoint et la partie cloud. Sur la partie réseau, vous connaissez tous le firewall, donc le Next-Gen Firewall, le premier là. C'est le firewall traditionnel avec la partie fonction IPS, Next-Gen IPS. On a également du proxy web et du proxy mail. On va pouvoir faire de l'accès réseau, de la gestion de l'accès réseau avec l'outil ISE. L'idée de ça, c'est ISE, ça va être plus que de l'accès réseau simple, c'est lui qui va être le chef d'orchestre sur le réseau au niveau de la sécurité. C'est lui qui va porter toutes les politiques de sécurité de façon unifiée sur l'intégralité du réseau. La partie network analytique avec l'outil Steelwatch. L'idée de ce produit, c'est de pouvoir voir ce qui se passe sur le réseau en temps réel, de monitorer ça sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et d'en déduire un comportement normal du réseau. À partir du moment où le réseau, pour X ou Y raison, se comporte différemment d'habitude, on va lever des alertes pour pouvoir dire attention, il y a peut-être quelque chose qui se passe sur le réseau qui n'est pas normal. Si on prend aujourd'hui des virus qui sont là pour faire de la fuite de données, ils vont pas tout simplement stocker toutes les données et envoyer un zip de 50 gigas sur un serveur distant. Ils vont faire de la fuite de données
de temps en temps et sur des petits volumes. Donc, sur un réseau traditionnel, c'est des choses qu'on ne verra pas. Du coup, ça n'aura pas forcément d'impact négatif sur les performances du réseau. Du coup, l'idée avec SteelWatch, c'est de pouvoir détecter même des plus infimes variations de connexion sur le réseau. Par exemple, une machine qui dialogue avec une autre machine alors que d'habitude, elle ne dialogue jamais, bah, ça va pouvoir lever une exception. Une machine qui dialogue avec la Chine alors qu'il n'y a pas de raison fondamentale pour que ça dialogue avec la Chine, là, ça lèvera des exceptions, etc., etc. Et du coup, une fois qu'on aura levé une exception, on va pouvoir communiquer par exemple avec ISE qui va pouvoir mettre éventuellement une machine en quarantaine, par exemple. Ensuite, sur la partie endpoint, on va avoir un EDR qui va s'appeler AMP, Advanced Malware Protection. C'est, pour faire très simple, c'est l'antivirus sur le poste de travail. Cet outil, donc AMP, il va pouvoir se retrouver sur le endpoint, mais il va pouvoir se retrouver sur la partie network, sur la partie, par exemple, Next-Gen Firewall. Il va pouvoir se retrouver également sur la partie proxy web, etc. Donc, là, l'idée vraiment d'AMP, c'est de pouvoir donner de la visibilité au niveau du endpoint du client. Alors, le endpoint, ça peut être tout simplement un PC, mais ça peut être aussi une tablette, ça peut être de multiples OS pour le coup. L'idée de ça, c'est quand on est victime d'une attaque au niveau virus ou d'une faille de sécurité, comment on peut remédier très simplement sur les endpoints. Quand on a du Windows et qu'on a toute la suite Windows qui va bien pour pouvoir faire ce genre de choses-là, c'est relativement simple. Après, quand on a des parcs qui vont être hétérogènes, Windows, du Mac, peu importe, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand, par exemple, on est victime d'une faille de sécurité sur du Java en version X, aujourd'hui c'est très compliqué de pouvoir désactiver ce Java sur l'intégralité des postes. Cette version de Java sur l'intégralité des postes. Il faudrait repasser sur tous les postes, etc. Là, l'idée avec AMP, c'est de pouvoir dire, par exemple, ce produit, cette version de soft, je l'autorise pas à être exécuté sur mes devices. Ça permet de contrôler un environnement et éventuellement, pour X ou Y raison, de pouvoir endiguer une fuite de données ou une attaque ciblée. Ensuite, sur la partie endpoint, on va pouvoir avoir la partie protection des nomades avec Umbrella. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. La partie sécurité mobile, donc là en gros c'est l'idée de pouvoir mettre de l'antivirus et de la protection DNS sur des équipements qui ne sont pas des ordinateurs traditionnels, des iPhones par exemple, des téléphones Android. La partie VPN, AnyConnect, c'est l'outil phare chez Cisco pour pouvoir maîtriser le endpoint. Donc c'est lui qui va permettre de faire du VPN, SEC ou SSL, mais c'est lui qui va pouvoir éventuellement porter des fonctionnalités DNS en nomadisme. C'est lui qui va pouvoir éventuellement porter les fonctionnalités AMP également. Et c'est lui qui va pouvoir faire aussi la partie NAC, etc. Vérifier la posture d'un client sur le réseau euh, et puis pouvoir communiquer avec l'ISE pour pouvoir dire oui ou non si le client est ready à se mettre sur le réseau. Ensuite, on a la partie cloud. Donc, protection DNS SIG. Donc là, du coup, c'est un couple avec Umbrella. Là, l'idée de ce produit-là, c'est de pouvoir avoir du firewall en fait en nomadisme directement. Sur la partie Cloud Security Broker avec CloudLock, on est sur des produits qui vont faire du DLP, Data Loss Prevention. Par exemple, on va autoriser certaines plateformes de partage de contenu sur le réseau. On va par exemple autoriser du Dropbox. Par contre, on va vérifier que quand on envoie des fichiers, ces fichiers qui sont partagés avec le public sur Dropbox ne soient pas des contenus, par exemple, confidentiels. On va pouvoir aussi vérifier qu'un login qui se connecte en France maintenant, si jamais il se connecte aux États-Unis sur le même service, il y a peut-être aussi également un problème. C'est-à-dire que les identifiants ont peut-être fuité. Ça, par exemple, CloudLock gère ce genre de problématique-là. Ensuite, on a la partie proxy email, mais dans le cloud, donc c'est la même chose que le premier, mais là, du coup, avec un service directement hébergé dans le cloud par Cisco. Et évidemment, la partie firewall virtuelle, donc AZAV, qui va tourner dans le cloud éventuellement.
Tout ça, c'est des produits donc de sécurité, et tous ces petits produits-là sont encerclés par Talos. Talos, c'est la Threat Intelligence chez Cisco. En gros, l'idée de Talos, c'est une équipe de chercheurs. Donc là, aujourd'hui, il y a plus de 250 chercheurs en sécurité qui vont analyser le comportement du réseau. Aujourd'hui, Talos, c'est plus de 150 millions d'échantillons de malware vus par jour, 60 milliards d'emails analysés et 20 milliards de requêtes web. Toute cette partie-là, c'est de l'information qui remonte chez Talos, qui permet de déduire des comportements, de voir des comportements sur le réseau et de pouvoir endiguer rapidement des menaces au niveau d'attaques, au niveau de comportements un petit peu étranges, pour pouvoir prévenir d'attaques, etc., etc., etc. Et Talos, du coup, va être connecté à chaque équipement de sécurité sur le réseau pour pouvoir remonter de l'information. Donc les équipements vont pouvoir remonter de l'information à Talos, mais Talos va pouvoir également redescendre de l'information au niveau des équipements pour justement éradiquer, éventuellement endiguer des menaces. Je vous ai parlé de la partie firewall. Alors j'ai quelques petites slides sur le sujet. Je ne sais pas si vous connaissiez les gammes ASA historiquement chez Cisco. Là, du coup, je vous ai mis l'entrée de gamme en firewall chez Cisco. Il y a quelques années, Cisco a racheté une société qui faisait de l'IPS. C'est Snort, la société Snort. Cisco a essayé d'intégrer, donc a intégré en fait cette société sur la partie ASA, cette technologie sur la partie ASA, avec, en fait, il y avait le code ASA historique, et du coup, il mettait une surcouche avec un autre code qui était la partie SourceFire, pour pouvoir faire un next-gen firewall. Ça fonctionne très bien, sauf que du coup, on a deux codes, donc deux codes à maintenir, deux codes à configurer. Il en est venu l'idée de faire un code unifié qui simplifierait un petit peu la configuration des équipements, etc. Ce code a été réalisé et du coup, ils en ont profité également pour renouveler la partie hardware. Donc, au final, maintenant, les Firepower, donc FPR, Firepower, 1000 pour la gamme entrée de gamme. Et si vous regardez bien, par exemple, si on prend un NASA 5506, on était capable de gérer 125 mégabits de filtrage au niveau firewall. Aujourd'hui, avec un produit sensiblement au même prix, on est capable de faire 650 mégabits. Cisco a énormément travaillé sur l'OS pour optimiser les échanges entre les différents codes et travailler énormément aussi sur le hardware pour pouvoir booster les produits. Ces produits-là viennent avec du management maintenant. Historiquement, si vous aviez l'habitude de travailler avec de l'ASA, il y avait deux solutions majeures pour pouvoir piloter de l'ASA. C'était la ligne de commande, comme tous les produits Cisco, ou un produit qui s'appelait ASDM, qui est un outil sous Java. Cet outil-là fonctionnait plutôt pas trop mal à partir du moment où on avait la bonne version de Java en fonction de l'outil, chose qui en pratique devenait relativement compliquée. Ça, maintenant, du coup, c'est du passé, et on arrive maintenant à des interfaces web traditionnelles en HTML5 qui fonctionnent très très bien, et du coup qui donnent un visuel beaucoup plus attractif. Ces options de management sont divisées en trois parties. Donc, on a le premier, alors, celui qui est au milieu, la partie Unbox, c'est tout simplement donc Firepower Device Manager, donc FDM, c'est l'outil embarqué directement sur le produit. Si vous avez un produit qui est standalone, vous avez qu'un seul produit, enfin qu'un seul équipement de sécurité, qu'un seul firewall dans votre réseau, vous pouvez vous contenter de cette plateforme de management. Vous pourrez configurer l'intégralité de votre produit directement via cette interface web directement embarquée sur le produit. Si vous avez des produits, plusieurs points de sécurité dans le réseau, vous pouvez partir sur Firepower Management Center. Cet outil, c'est un produit à part entière chez Cisco qui va permettre d'unifier le management sur le réseau, le management sécurité sur le réseau. Si vous avez une dizaine de firewalls, par exemple, vous pourrez les piloter directement à partir de ce produit-là. Et
on a la version cloud base qui est Cisco Defense Orchestrator, CDO, qui est une petite couche supplémentaire qui peut venir on top de la partie Firepower Management Center ou Firepower Device Manager, qui lui est hébergé directement chez Cisco. Il va permettre de remonter des alertes et si vous avez plusieurs équipements, par exemple Cisco au niveau équipement de sécurité, vous allez pouvoir partager des policies d'un équipement à un autre, etc., etc. Quand vous avez du déploiement, donc soit monosite avec plusieurs équipements de sécurité, vous pouvez mettre du Firepower Management Center. Si vous avez du multisite, ça marche également. Vous pouvez aller finement configurer vos règles de firewall. Vous pouvez avoir toute la partie analyse AMP qui va remonter là. Par exemple, si aujourd'hui votre module AMP sur votre Firepower détecte un virus, en tout cas voit un fichier qui n'est pas forcément détecté comme corrompu à l'instant T, il va le laisser passer sur le réseau. Si pour X ou Y raison, demain, il est considéré comme étant une menace, vous aurez une remontée d'alerte en disant, bah, on s'est fait avoir, ce fichier-là était une menace. Par contre, du coup, on va savoir que ce fichier-là, il est allé sur telle machine et qu'il est allé en interne se répliquer comme ça. Voilà. On va donner de la visibilité sur cette partie-là. C'est possible de le faire avec la partie FMC. La partie FDM, donc le Management Unbox du Firepower. Donc là, du coup, on va pouvoir configurer l'intégralité des fonctionnalités disponibles sur la plateforme directement depuis l'interface web, sans forcément avoir besoin de se connecter en ligne de commande, comme on pouvait avoir le cas des anciennes générations. Et du coup, la partie CDO. Donc là, on va pouvoir vérifier, par exemple, des change impact. On va pouvoir définir des modèles de configuration, pardon, en disant, bah voilà, je veux que tous mes firewalls soient configurés comme ça. Si jamais, pour X ou Y raison, mon firewall, on va le configurer en local et on va modifier la politique de sécurité, ou en tout cas le comportement de la politique de sécurité, on remontera une alerte et on verra, attention, la politique de sécurité globale qui était comme ça, a été modifiée pour X ou Y raison. Est-ce que vous acceptez ces changements ou est-ce que vous réimposez la modification de cette règle-là? Par exemple, on va aussi également avoir une vue sur l'intégralité des règles qui sont utilisées ou pas sur un réseau. Aujourd'hui, si vous faites pas mal de firewall dans votre métier, en général, on met des règles, ça on sait le faire. Par contre, savoir si la règle est vraiment utilisée ou encore utilisée, c'est vraiment très compliqué. Quand on a une dizaine de règles, c'est assez simple. Quand on a une centaine, des milliers de règles, ça devient beaucoup plus compliqué. Avec CDO, on va pouvoir avoir une vérification de cette partie-là et on va pouvoir voir si, par exemple, on va créer des objets, voir si ces objets sont utilisés ou pas dans les règles de sécurité. On va pouvoir voir également si on n'a pas des règles qui sont en double ou des règles éventuellement qui s'annulent. Voilà. Ça, c'est CDO qui va permettre de faire ce genre de choses. J'en ai fini pour la partie firewall. Maintenant, je vous propose la partie Umbrella. Umbrella, ça se base sur quoi? Ça se base sur le DNS. Alors, pourquoi le DNS? Aujourd'hui, le DNS, c'est utilisé partout. Tous les appareils que vous utilisez aujourd'hui sont capables de gérer du DNS. Quelle que soit la topologie réseau dans laquelle vous êtes, à un moment donné ou à un autre, en général, vous allez avoir du DNS. Et évidemment, quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez, ce système d'exploitation sait utiliser du DNS. Donc, du coup, pourquoi ne pas faire de la sécurité via ce fameux DNS? Aujourd'hui, quelques chiffres intéressants, c'est que une attaque de C2, donc de command and control, donc de prise de main à distance, entre guillemets, 91% des virus qui font de la prise de main à distance vont faire des requêtes DNS pour aller joindre le centre de contrôle de prise de décision. Du coup, seulement 15% de la communication avec ces centres de contrôle ne se font pas
via les ports 80 et les ports 443. C'est-à-dire que 15% des connexions ne passeront en général pas par des proxys au niveau des antennes sur les sites. Donc, du coup, seront difficilement détectables. Voilà. Donc, tous ces facteurs-là font que ça devient intéressant d'utiliser le DNS pour pouvoir stopper ou, en tout cas, diminuer les attaques sur le réseau. Umbrella, c'est quoi? Eh bien, résolveur, tout simplement, de requêtes DNS. Aujourd'hui, Umbrella, c'est un des très gros acteurs des résolveurs sur Internet. Il voit une quantité non négligeable de requêtes par jour. Toutes ces requêtes-là, ils vont les voir passer et ils vont pouvoir en déterminer des comportements statistiques. Aujourd'hui, quand on lance un site marketing, enfin un site de e-commerce, on va avoir une courbe d'adoption qui va aller de quelques utilisateurs dans le début, voire vers des milliers de requêtes au cours de la vie de ce DNS-là. Par contre, quand on va avoir une attaque qui va utiliser le DNS pour pouvoir communiquer avec, par exemple, un centre de contrôle, on va directement avoir un boost de plusieurs milliards de requêtes DNS vers ce domaine-là. Donc tout ça, en fait, Umbrella a déterminé des modèles statistiques qui vont avoir qui vont être des courbes d'adoption en fonction des services qui vont se trouver derrière. Et avec ces modèles statistiques, on peut déterminer que derrière ce domaine, on va héberger du contenu malicieux ou pas. Et du coup, bah, éventuellement prendre une décision de dropper les requêtes DNS et d'endiguer la faille de sécurité. Umbrella, ce n'est pas que du filtrage DNS simple. Ça va permettre également de pouvoir porter des fonctionnalités de proxy intelligent. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de déployer un proxy sur le réseau, mais en général, il faut sizer le matériel. Donc, il faut avoir du matériel sur site. En fonction de la quantité d'utilisateurs, bah, du coup, il faut un matériel plus ou moins gros. Il faut éventuellement le redonder, parce que si jamais ce proxy tombe, bah, du coup, plus personne n'a accès à Internet. Il faut des licences, etc., etc. C'est un produit qui est relativement complexe à mettre en place sur le réseau et qui est relativement critique. Le Umbrella permet de résoudre cette problématique-là, tout simplement grâce au DNS. Quand on fait une requête pour pouvoir récupérer une page web, donc on va faire une requête DNS, on va dire je voudrais résoudre l'adresse IP, enfin le domaine google.fr. Umbrella va récupérer cette information-là et du coup résoudre ce domaine. On connaît la réputation du domaine. Si c'est Google, bah, du coup, on passera en direct. Umbrella donnera la bonne adresse IP de Google et du coup, on passera en direct. Si jamais on ne connaît pas la réputation du domaine, parce que c'est un nouveau domaine, par exemple, on a un doute sur le domaine, Umbrella va mentir tout simplement sur l'adresse IP qu'il donnera. Il donnera en fait tout simplement l'adresse IP de son proxy interne. Et du coup, pour l'utilisateur, ce sera transparent. On sera proxifié dans le cloud Umbrella. Et l'avantage de ça, c'est que si jamais le domaine derrière est correct et qu'il n'y a pas de problématique, les prochaines requêtes seront redirigées en direct sur Internet. Si jamais on voit que le domaine délivre des malwares, ben, on va pouvoir dropper éventuellement les flux qui posent problème et éventuellement prendre une décision de blacklister le domaine derrière. Donc, on a tous les avantages d'un proxy, donc la sécurité de l'utilisateur, vérifier que ce qui est derrière n'est pas corrompu, etc. Et tous les avantages d'une solution cloud qui permet de faire ça de façon intelligente sans avoir de ressources physiques sur site. D'autant plus que cette fonctionnalité-là est disponible aussi bien quand on est sur site dans l'entreprise, mais quand notre ordinateur, par exemple, est en déplacement chez soi. En général, sur une solution traditionnelle, si on ne monte pas le VPN, du coup, on ne passera pas par le proxy de l'entreprise. Là, dans ce cas-là, automatiquement, l'équipement qui sera hors du site
sera également protégé par ces fonctionnalités-là. Tout à l'heure, je parlais du SIG, donc qui est une nouvelle offre chez Umbrella. L'idée du SIG, c'est d'avoir un firewall dans le cloud directement. Donc aujourd'hui, quand on est sur un site corporate, on a en général des firewalls qui sont déjà en place. Mais pareil, quand on est en déplacement, en roaming, si on ne monte pas la connexion VPN avec le siège, en général, on ne passe pas par un firewall. L'idée d'Umbrella avec ce SIG, cette fameuse option-là, va permettre également de pouvoir rediriger les flux vers un firewall qui se trouve directement chez Umbrella, avec des politiques corporate qu'on aura définies, et du coup d'autoriser ou d'interdire certains types de communication directement. Et du coup d'avoir une politique de sécurité qui va être globale, aussi bien avec des équipements qui sont sur site, et également avec des équipements qui vont être en remote. Comment est-ce qu'on va déployer de l'Umbrella? Donc au final, c'est relativement simple. C'est que pour déployer la base de la protection Umbrella, en fait, il faut tout simplement changer le DNS du réseau et mettre le DNS 208.67.222.222, le DNS principal d'Umbrella. Et par défaut, vous aurez une couche de sécurité Umbrella qui va vous protéger des requêtes DNS malicieuses.